Wow. Salut à tous, c'est Willem, et comme je sais pas faire l'intro, on va directement passer à la vidéo. Bon, alors aujourd'hui parlons de l'article 13. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit dans des vidéos YouTube, ou même dans certains articles. C'était un sujet beaucoup abordé pendant un moment. Mais moi je voulais faire ma propre analyse, et qu'on essaie de réfléchir ensemble à qu'est-ce que l'article 13, comment une loi européenne est votée, et enfin quel est l'avenir pour nos réseaux sociaux. Donc on va essayer de décortiquer ça dans l'ordre. Alors premièrement, qu'est-ce que l'article 13? En réalité, l'article 13 n'est qu'une petite partie d'une directive beaucoup plus grande appelée Proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique et numérique. Le but de cette directive selon l'Union européenne serait de mieux partager les revenus entre les personnes qui génèrent ces contenus et les plateformes qui le partagent. Et c'est là qu'entre en jeu l'article 13. Le but de cet article est de s'assurer que chacune de ces plateformes qui partagent du contenu en ligne ait une licence pour chaque contenu soumis à des règles de droit d'auteur. Et s'ils n'ont pas d'accord, alors ils doivent tout faire pour empêcher que le contenu soit partagé en premier lieu. Bon, c'est assez compliqué tout ça, donc je vais essayer de vous simplifier un peu la chose. Disons qu'avant, lorsque du contenu soumis à des droits d'auteur était partagé sur ces plateformes, la personne qui avait mis en ligne le contenu était tenue responsable. Mais disons que vous décidiez demain de faire une vidéo YouTube et d'utiliser certains contenus qui sont soumis à des droits d'auteur. Si vous partagez ce contenu en ligne, mais qu'il ne vous appartient pas, à qui est la faute? C'est de votre faute pour avoir mis ce contenu soumis à des droits d'auteur en ligne, ou c'est de la faute de YouTube d'avoir laissé faire cela? Et bah avant, c'était de votre faute. Et c'est ça que l'article 13 veut corriger. Maintenant, grâce à la mise en place de cette directive, les plateformes comme Twitter, YouTube, Facebook seront tenues responsables de tout le contenu soumis à des droits d'auteur qui est mis en ligne sur leur plateforme. Du coup, si une plateforme n'a pas passé d'accord avec un ayant droit pour un contenu, comment fait-elle pour empêcher que ce contenu se retrouve en ligne en premier lieu? Eh bien, la plateforme va se servir d'algorithmes pour éviter cela. C'est déjà le cas avec YouTube qui utilise Content ID. Alors, Content ID, qu'est-ce que c'est? Si vous suivez un peu l'actualité YouTube, vous en avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit en bien ou en mal. En gros, Content ID est un algorithme qui permet de détecter tous les contenus qui sont soumis à des droits d'auteur sur la plateforme YouTube. L'algorithme recense toutes les vidéos audio soumises à des droits d'auteur et va scanner chaque contenu mis en ligne sur sa plateforme afin de retrouver des similarités. Si similarités il y a, alors l'ayant droit est prévenu. Il dispose ensuite de 3 actions. Premièrement, il peut demander à ce que la vidéo soit directement supprimée de YouTube. Deuxièmement, il a le droit de demander l'ensemble des revenus générés grâce à cette vidéo. Et enfin, troisièmement, en dernier, il peut demander les données analytiques de cette vidéo afin de mieux orienter son marketing. Par exemple, dans quel pays cette vidéo fonctionne le mieux, ou autre. Mais en général, sa dernière optique n'est jamais vraiment très utilisée. Donc, disons qu'un morceau de musique, un gif de football, ou alors 3 secondes de Snoop Dogg qui danse sur Smoke Weed Everyday est utilisé dans une vidéo YouTube, alors un ayant droit peut réclamer une de ces 3 solutions. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ces ayants droit, mais vous ne pouvez pas vraiment vous imaginer qui sont-ils. Et bah dans le cadre de la musique, ça va être par exemple des gros labels, comme UMG, Universal Music Group, ou alors Sony. Ou alors dans le cadre de clips de football, ça pourrait être des diffuseurs comme beIN Sport ou Canal+. Du coup ça paraît un peu injuste, par exemple 3 secondes utilisées dans un contenu produit de 10 minutes, un travail conséquent, et on peut se faire bloquer ou réclamer sa vidéo, même si dans un sens ça peut paraître justifié car ces ayants droit, eux aussi ont bossé beaucoup sur ces produits. Et donc s'ils sont réutilisés afin d'engendrer encore plus d'argent sans que eux touchent une contrepartie, ça paraît aussi injuste. Mais là n'est pas le problème c'est les méthodes utilisées. Alors qu'on pourrait essayer de trouver des solutions plus simples. Du style, si dans une vidéo de 15 minutes vous avez 3 secondes de contenu copyright utilisé, la plateforme pourrait mettre en place un système qui permettrait aux créateurs de retirer juste ces 3 secondes de vidéo et tout le monde serait tranquille. Mais non, YouTube préfère faire des mises à jour où il modifie l'affichage du nombre de compteurs d'abonnés afin d'arrêter ces lives de bataille d'abonnés, comme on a pu voir entre PewDiePie et T-Series, ou alors entre James Charles et Tati. Mais là je m'écarte. Donc revenons-en aux faits. Heureusement, cet article dispose de certaines conditions afin d'y adhérer. Pour éviter que toutes les plateformes où le contenu est partagé soient visées, l'article soumet quelques barrières. Premièrement, un fournisseur de services âgé de moins de 3 ans et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros disposera uniquement de 2 obligations. Il devra se contenter de faire de son mieux pour obtenir les autorisations des ayants droit et retirer le contenu le plus rapidement possible après notification. Enfin, dans un communiqué de presse, le Parlement européen précise quand même quelques exceptions. Dans le cadre de citations, de critiques, d'avis, de caricatures, de parodies ou de pastiches, le contenu soumis à des droits d'auteur pourra quand même être partagé normalement, garantissant ainsi que les mèmes ou les gifs continueront quand même d'être disponibles et partageables sur toutes les plateformes. Le problème, c'est que ces dispositions vont être très difficiles, voire impossibles à appliquer, sans que cela ne limite la liberté d'expression ou la créativité. Et c'est ce qu'anticipe l'eurodéputée Julia Reda, qui était opposée au texte. Entrez. Je suis en plein ton âge là, donc Merde, ok, merci, c'est gentil. ce script, il lit tout. Calculez pas, c'est mon grand frère. Bref, trêve de mondanité. Oui, donc c'est ce qu'anticipe l'eurodéputée Julia Reda qui a déclaré « Cette menace massive incitera les plateformes à se conformer strictement à ces règles afin de sauvegarder la sécurité juridique et financière de leurs activités, ce qui aggravera encore plus l'impact sur notre liberté
d'expression. Alors je vous parle d'eurodéputés, mais comment une directive comme celle-ci est-elle votée puis adoptée? Pour qu'une directive européenne soit adoptée, il faut qu'elle soit votée en faveur par le Parlement européen, puis approuvée par le Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen est composé de députés, appelés eurodéputés, et élus par chaque pays membre. Mais si vous savez ces élections qui ont eu lieu il y a 2 semaines, avec une participation record, et où 23 députés du Rassemblement national ont été élus, dont le programme ne fait à aucun moment allusion de sujets comme l'écologie ou même l'avenir de l'internet, bah oui parce que c'est bien connu, le communautarisme et l'islamophobie ça fait plus de clics donc c'est plus intéressant d'en parler. Mais enfin bref, donc une loi doit être proposée, amendée, puis voté. Et c'est ce qui s'est passé le 26 mars 2019, lorsque la directive sur les droits d'auteur dont je vous parle depuis tout à l'heure a été adoptée par 348 voix contre 274. Et le pire dans tout ça, c'est que le vote pour a été majoritairement en France, avec 61 voix pour, 4 contre et 6 abstentions. Et à côté en Europe, on a eu des pays comme les Pays-Bas ou la Suède qui ont voté majoritairement contre. Mais en France, la propagande n'a pas été assez forte. Les vidéos faites par des youtubeurs n'ont pas fait assez de bruit, les articles parlant de l'article 13 n'étaient pas assez nombreux, ce qui a mené à ce vote majoritairement pour. Et donc maintenant, les États membres de l'Union européenne disposent de 24 mois, soit 2 ans, pour transposer cette directive dans leur législation nationale. Du coup, tout ce que je vous parle depuis tout à l'heure, c'est la partie de ce que l'on sait. Malheureusement, ce que l'on ne sait pas, c'est l'avenir. Personne ne sait l'avenir. Mais quand une directive d'une telle ampleur est votée, on devrait savoir à peu près vers où on va, où est-ce qu'on se dirige, quel est l'avenir pour les réseaux sociaux qu'on connaît. On va déjà essayer de voir ce qui se passe actuellement sur ces réseaux-là. Alors premièrement, intéressons-nous à YouTube, car c'est le réseau qui sera le plus touché par cette directive, étant donné que c'est là que le plus de contenu copyright est partagé. Comment ces créateurs qui produisent du contenu grâce à tous ces petits contenus soumis à des droits d'auteur vont-ils pouvoir survivre? Premièrement, le recours au placement de produits. Ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années cela devienne totalement banal. Déjà sur YouTube c'est quelque chose qui est très utilisé, mais certaines personnes ont encore du mal à s'y faire. Je pense clairement que d'ici quelques années, la plupart des créateurs auront recours au placement de produits. Et au final, ça fera comme si vous aviez une pub avant la vidéo, sauf que celle-ci vous ne pourriez pas la passer et elle sera au début ou à la fin de chaque vidéo. Deuxièmement, on va de plus en plus apparaître des choses comme avec le soutien du CNC ou avec la participation du CNC, le Centre National du Cinéma, qui accorde de plus en plus de subventions à certains créateurs sur internet. Des chaînes de musique, des chaînes de critique de cinéma ou des chaînes de création scénaristique qui se font aider dans leurs projets. Et en soi, c'est tout à fait logique quand on sait que toute la nouvelle génération, les millennials, ce mot est bizarre non, ne consomment plus vraiment de contenu télévisé. C'est pas un secret, tout le monde le sait. La culture se fait ailleurs, se fait sur internet par exemple. Pour d'autres réseaux, ça va être beaucoup plus compliqué. Prenons le cas de Facebook par exemple. Déjà, ce que je n'ai pas évoqué, c'est que dans cette directive, il y a l'article 14, mais il y a aussi l'article 11. Alors, qu'est-ce que c'est que l'article 11? L'article 11 propose un meilleur contrôle des contenus créés par les médias. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Sur Facebook, vous pouvez avoir un article, vous allez voir apparaître le titre et en dessous, les premières lignes de l'article. Et bah, avec ces premières lignes de l'article, le lecteur va déjà avoir un avant-goût de l'article. Mais ça, c'est de l'argent perdu pour le média, car les utilisateurs vont peut-être être amenés à ne pas cliquer sur l'article. Et donc l'article 11 vise à rendre ça sanctionnable, monétairement parlant. Monétairement. Ça se dit? Je sais pas. Et c'est pourquoi on arrive à la création de médias indépendants et gérés directement par les réseaux sociaux. Avec par exemple l'arrivée de Facebook Watch, sur Instagram avec IGTV, et enfin sur YouTube avec YouTube Originals, YouTube Music et YouTube TV. Et c'est assez dangereux dans un sens, car les plateformes comme Facebook vont être tentées de plus vous donner les news qu'ils ont produits, et donc du coup de délaisser celles faites par d'autres journalistes. On peut craindre que la diversité des informations va petit à petit disparaître, mais on n'en est pas encore là. Mais c'est dangereux, car l'information, c'est le pouvoir, c'est bien connu. Et on sait que ces réseaux sociaux ont déjà un pouvoir énorme. Et du coup, depuis tout à l'heure, je vous parle d'article 11, d'article 13, mais quel est l'avenir aussi pour Twitter? Car si vous avez suivi ma première vidéo, qui s'affiche là ou là, je sais pas, c'est un peu mon réseau social favori. Déjà sur Twitter, on peut voir les premiers effets de la censure des droits d'auteur, comme par exemple ce tweetos qui avait sauté pour droit d'auteur parce qu'il avait utilisé une vidéo YouTube compilation de buts de Messi et que ça n'avait pas plu à la personne. Mais sur Twitter aussi, il y a des abus, comme cette vidéo qui avait été faite par Seth Everman, un youtubeur suédois un peu connu dans le monde des mèmes, qui avait fait une vidéo comment faire la musique Bad Guy de Billie Eilish. Il avait tout composé lui-même, la musique et la vidéo. Vous en avez sûrement entendu parler étant donné qu'elle a fait presque 250 000 retweets. Mais cette vidéo s'est fait supprimer suite à une réclamation de la part de UMPG, donc Universal Music Group, alors que techniquement aucun contenu soumis à des droits d'auteur n'avait été utilisé étant donné que tout avait été créé de toutes pièces par Seth Everman. Et le plus marrant ou le plus bizarre dans cette histoire, c'est que cette vidéo s'est fait réclamer et supprimer par UMG sur Twitter, mais qu'on peut toujours la retrouver sur YouTube, et que là, aucune réclamation n'a été faite. Et ce n'est pas tout. Grande, qui est un youtubeur assez connu qui fait des mèmes, un peu l'équivalent de Defazer si vous connaissez un peu Twitter, et qui avait tweeté que certaines compagnies de musique avaient supprimé des mèmes et des parodies faites par des comptes de mèmes sur Twitter, et était même à l'origine de certaines suppressions de comptes Twitter. Grande dans son tweet parle d'un rêve où les labels de musique travailleraient avec les créateurs de contenu en ligne plutôt que contre eux.
Surtout qu'aujourd'hui les mêmes participent fortement à la popularisation de certaines musiques, certains films, certaines vidéos, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui c'est que l'internet est encore un espace jeune, avec plein d'ambition. Les normes créées voudraient que chaque contenu soit libre d'accès, libre de partage et libre de réutilisation, et le tout à l'infini. Mais malheureusement ce n'est pas comme ça que les grosses compagnies voient les choses. Et ça c'est fortement dommage. Enfin bref, j'espère que vous avez un peu tout compris de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je vais mettre plein de liens dans la description. Donc allez checker ça si vous voulez parfaire votre connaissance du sujet. Je vais aussi laisser un lien de la vidéo de Billie Eilish dont je parlais il y a quelques minutes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et venez me suivre sur mon Twitter. C'est @will_flashito. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, ciao. Pinky, Fambi, bad bitch, Askip, j'suis Al, mon Paname, j'me pavane loin de la capitale et en ce moment, j'suis à Montréal, top des halles, dans ton hall, tu verras, tu peux pas tester.